de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour ce nouveau numéro du magazine Entretien qui reçoit ce soir pour vous Monsieur Raphaël Louloulou. Il est secrétaire général du MSR, un parti membre du FCC. Il est membre du bureau politique du FCC. Il est ancien conseiller principal de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, également ancien député national. Monsieur Raphaël Louloulou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi de penser à moi. Merci. Comment vous allez? Dieu me fait grâce, je suis compté parmi les vivants, ça va. C'est l'essentiel. Oui. Et comment se porte le MSR? Notre parti, le MSR, Mouvement Social pour le Renouveau, se porte bien. Vraiment? Lorsque nous disons le parti se porte bien, ça veut dire que nos fédérations fonctionnent normalement selon les rapports que nous recevons de nos secrétaires exécutifs fédéraux, à partir de Kinshasa jusque dans les provinces qui sont nos fédérations. Tout marche bien, nonobstant les quelques difficultés de l'heure qu'on rencontre, qu'un parti peut avoir. Notre parti rencontre aussi ces difficultés-là, n'est pas épargné. Mais au moins, la preuve de fidélité, de loyauté, de constance nous suffisent, et ceci montre que le parti est là. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le MSR, c'est toujours un parti du FCC? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs membres du MSR qui sont à l'Union Sacrée. Madame, le MSR n'a jamais été un parti politique de l'Union Sacrée. Jamais. Depuis la naissance jusqu'à ce jour. Malheureusement, je ne savais pas que cette question pourrait m'être posée, sinon je me serais amené avec des documents, parce que vous savez, un parti politique doit avoir des documents qui sont le fondement de l'existence juridique et administrative du parti. Et pour la petite histoire, le MSR, c'est un parti politique dont Joseph Kabila est initiateur. À la veille des élections de 2006, en 2005 donc, Joseph Kabila a initié par le feu professeur Samba Kaputo a créé un parti politique, Mouvement Social pour le Renouveau, qui en réalité était l'ensemble de forces sociales qui étaient dans l'organisation en province qui était mise par le professeur Samba Kaputo. Et le professeur Samba avait fait venir son conseiller politique, le feu Pierre Lumbi, voilà. Et lui aussi est déjà mort, c'est vrai, paix à son âme. C'est comme ça que Pierre Lumbi est devenu président national du MSR. Joseph Kabila a accepté et a demandé à Samba Kaputo de charger Pierre Lumbi pour conduire le parti, parce que Samba Kaputo était conseiller spécial en matière de sécurité du chef. Il ne pouvait pas être dirigeant d'un parti politique. C'est comme ça que son conseiller principal a dirigé ce parti. Et le parti a été dirigé, est allé aux élections sous Joseph Kabila. Madame, je dois vous dire que et les orientations politiques et le financement de ce parti, de tout au tout, c'est Joseph Kabila. Pierre Lumbi n'a jamais donné un seul rond à lui pour le parti. Il n'y a que Joseph Kabila, c'est l'argent de Joseph Kabila. Et après la mort de professeur Samba, Pierre Lumbi est arrivé, comme je viens de le dire, et est venu le moment où il fallait partager les postes selon les forces politiques. Il faut avouer que le MSR avait des députés
Oui, c'était quand même une moisson abondante pour vous. Oui. Avait des députés, beaucoup de députés à travers le pays. Et c'est comme ça que Pierre Lumbi est devenu vice-premier ministre en charge des infrastructures. Mais il est arrivé à un moment où le chef a voulu changer le gouvernement. Le remaniement du gouvernement a fait que Pierre Lumbi ne soit plus à l'infrastructure. Pierre Lumbi devait aller pour être conseiller spécial. Et lui ne voulait pas. Honnêtement, il savait pourquoi. C'est lui seul qui savait. Pourquoi il voulait rester seulement aux infrastructures. Mais le chef l'a envoyé comme conseiller spécial. C'est de là que l'homme commençait à se désintéresser un tout petit peu de la chose. Et est venu le moment où le G7 est né avec Moïse Katumbi. Tout de suite, Pierre Lumbi a décidé unilatéralement d'aller au G7. Avec le MSR. Et il a prétendu que le MSR était à lui. Souvenez-vous de 2005 jusqu'en 2015 à peu près. Et il dirigeait le parti. Mais bien entendu, peut-être le fait de rester longtemps à la tête du parti, il a cru que le parti lui appartenait. Ce qui était une erreur d'appréciation d'après lui. Et en 2015, il décida d'aller au G7 avec le MSR. Le chef a dit non, ce n'était pas son parti, parce qu'il y avait d'autres cadres du parti, tels que Maître Yoko Yakembe, le professeur Yoko Yakembe, et beaucoup d'autres cadres qui ont dit non, on ne peut pas aller à l'opposition, parce que le G7 était déjà à l'opposition par rapport au régime de Kabila. C'est comme ça que ceux qui voulaient aller avec Pierre Lumbi au G7 sont partis. Un bon nombre de députés étaient partis. Et il y avait d'autres qui étaient restés avec Joseph Kabila. Et voilà comment, en 2015, le parti a connu les départs. Et le chef a réorganisé son parti. Nous étions avec beaucoup d'autres cadres, Leva Mouiti, Madame Madeleine Moussa Kampassou, nous étions avec le professeur Condé, nous étions avec lui-même Maître Yoko, nous étions avec Robota et beaucoup d'autres. Nous sommes mis ensemble pour réorganiser le parti. Et en 2000, à cette époque-là, j'ai été désigné coordonnateur national du MSR. Nous avons envoyé des équipes à travers le pays pour sensibiliser les cadres et militants pour qu'ils ne soient pas emportés par la vague de départ de Pierre Lumbi. Et nous avons réussi à stabiliser le navire, comme on dit, et le parti a redémarré et a continué. Mais nous avons trouvé sur le plan de texte une erreur. L'erreur, c'était laquelle? Le MSR, de par son idéologie, est un parti de gauche, avec la social-démocratie comme idéologie. Oui. Un parti de gauche ne peut pas avoir un président national, un vice-président, etc. Nous étions appelés à modifier cela. Et surtout encore que le MSR n'avait pas un agrément propre à lui. Il faut reconnaître qu'à partir de 2005, le MSR avait travaillé sous la couverture juridique du MNR, le parti de Maître Yoko Yakembe. Parce qu'à la veille des élections de 2006, le MSR n'avait pas réussi à avoir au ministère de l'Intérieur un agrément. Ce qui fait que Maître Yoko Yakembe avait un parti politique qui, depuis 1991, avait un agrément, et le MSR s'est greffé au MNR pour faire travailler l'agrément du MNR. Vous comprenez? Okay. Voilà la présence
de Maître Yoko Yakembe dans le comité exécutif national du parti. Et après le départ de Pierre Lumbi a exigé « Non, c'est mon parti, je pars avec ». Nous nous sommes dit non. Alors nous avions demandé à Maître Yoko « C'est votre agrément. Est-ce que c'est vous qui donnez à Pierre Lumbi l'agrément pour aller dire non? Moi, je reste du côté de Kabila. » Alors, il y a eu, Maître Yoko a récupéré avec le MNR son agrément. Le MSR automatiquement est resté sans agrément. Parce que Pierre Lumbi, avec son équipe qui était partie, n'avait pas d'agrément. Et Pierre Lumbi ne pouvait pas se prétendre être du MSR ou dire que le MSR était à lui. Maître Yoko ayant récupéré l'agrément du MNR, le MSR n'avait plus d'agrément. Lorsque nous avons changé cette disposition par rapport à l'idéologie du MSR, nous avons dit que le MSR ne pouvait avoir que le secrétaire général, l'initiateur d'abord du parti, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux. Ce qui fait du coup qu'en changeant ces genres de dispositions, nous étions obligés de chercher un agrément propre au MSR. Lorsque nous avons présenté le dossier, d'abord, nos documents étaient notariés, nous avons modifié, nous avons élaboré nos statuts, le règlement intérieur, nous sommes allés chez le notaire, tous les documents étaient notariés, la décision de l'Assemblée générale, nous sommes allés au ministère de l'Intérieur, nous avons demandé un agrément propre au MSR. Et ça a été fait. Et ceci nous a été donné en date du 25 janvier 2016. Okay. Le MSR, parti de Joseph Kabila, avait son agrément. Notre combat était de montrer au groupe de Pierre Lumbi, nous l'appelons groupe parce que ce n'était plus un parti politique, au groupe de Pierre Lumbi de ne plus parler au nom du MSR. Et nous avons réussi au ministère de l'Intérieur, le secrétaire général chargé de questions de partis politiques a écrit à Bolinguetenge, qui était à ce moment-là le représentant du groupe de Pierre Lumbi, de ne plus parler au nom du MSR et de ne plus arborer les emblèmes et les logos du MSR à travers tous les territoires nationaux. Et nous avons les documents, madame. Malheureusement, si j'avais... Je pouvais. Et c'est comme ça. Je suis en train de dire pour que les téléspectateurs comprennent. Okay. Et à partir de là, le MSR a eu son agrément propre. Le MSR, parti de Joseph Kabila, parce que c'est lui l'initiateur. Et nous avons évolué avec les Roubota, Vamwiti et les autres, Maître Yoko, moi-même Raphaël Loulou. Et c'est moi-même qui ai engagé le parti. Et chez les notaires, et au ministère de l'Intérieur. Vous comprenez, madame? Et c'est parti. Tout le monde connaît. Je peux même me permettre de dire. Le président actuel, Félix Tshisekedi, connaît que le MSR, c'est le parti de Joseph Kabila. Pourquoi je le dis? J'ai eu à faire des débats avec lui lorsqu'il était secrétaire exécutif national de l'UDPS chargé des affaires extérieures. Il connaissait. J'ai eu à faire des débats avec les membres, plusieurs personnes de l'UDPS. Ils connaissaient. Mais aujourd'hui, et nous avons eu notre siège sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, en face, presque en diagonale de la police nationale. C'est notre siège, madame. Et la personne qui avait pris l'engagement avec le bailleur pour occuper ce siège, c'est moi. Et lorsque Joseph Kabila est parti du pouvoir, Félix Tshisekedi est arrivé. Félix Tshisekedi ayant constitué l'Union sacrée, certains de nos camarades en difficulté, qui ne voyaient pas un avenir heureux. Pourtant, le combat contre Pierre Lumbi, nous l'avons mené avec eux. Suivez-moi attentivement à ce niveau, madame.
ce combat contre Pierre Lumbi pour lui interdire de parler au nom du MSR dans l'opposition au G7, nous l'avons mené avec eux. Je me permets de citer Robota, Vahamouiti et les autres, Madame Madeleine, le prof Condé, Maître Yoko et tout le monde. Nous étions avec eux. Et lorsque l'Union Sacrée est arrivée, certains de nos collègues, Robota qui était le secrétaire général, dit « Nous allons à l'Union Sacrée ». Unilatéralement, nous avions dit « Non, papa, on ne peut pas reprendre, récidiver ». Ce que nous avons reproché à Pierre Lumbi et les autres, comment nous, en 2015-2016, comment devrions-nous le reprendre aujourd'hui, en 2019-2020? Non. Si il est vrai qu'en 2016, nous avions dit que le MSR c'est le parti de Joseph Kabila, qu'est-ce qui amènerait à changer la donne en 2020 pour dire que le MSR n'est plus le parti de Joseph Kabila? Encore une fois, le parti a connu un coup fatal. Quelques personnes sont allées à l'Union Sacrée parce qu'ils veulent avoir de postes. Il y a eu des fidèles à Joseph Kabila, de gens constants, des hommes et des femmes, constants, qui sont restés, qui ont dit, nous continuons avec Joseph Kabila, même s'il n'est plus président de la République, parce que le parti est à lui. Voilà, madame, nous sommes nombreux à être constants, fidèles, à rester avec Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui et dire que le parti MSR, madame, qui a obtenu l'agrément le 25 janvier 2016, n'a pas changé d'agrément. Le ministère de l'Intérieur a enregistré ce parti MSR à cette époque, ce parti de la majorité présidentielle à l'époque, avec l'initiateur Joseph Kabila. Si vous prenez les statuts du MSR aujourd'hui, je viens de vous dire que nos statuts, notre règlement intérieur sont notariés. Si vous prenez au préambule, au premier paragraphe, en 2005, etc., nous vous disons au préambule déjà que Joseph Kabila, c'est l'initiateur. Il est cité nommément. Ok. Je me demande, madame, à l'article 5, je me demande de ceux qui prétendent aller avec le MSR à l'Union Sacrée, ont-ils un autre ou d'autres statuts? Parce que nous n'avons pas encore changé les statuts de notre parti. Et on dit que l'Union Sacrée, non, il y a le MSR de l'Union Sacrée. C'est une supercherie grave. Je viens de vous dire que même le président Félix Tshisekedi connaît que le MSR c'est à Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il accepte. Parce que l'Union Sacrée a appelé tout le monde, venez, 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 venez. Et quelques personnes s'étaient présentées, nous venons avec le MSR. On accepte que c'est le MSR de l'Union Sacrée. Et nous disons, le ministère de l'Intérieur n'a pas changé d'agrément. Notre agrément est resté le même. Quand vous avez cet agrément-là, mon nom est là-dedans. Vous comprenez, madame? Moi, je ne suis pas allé à l'Union Sacrée parce que je reconnais que ce n'est pas le parti de l'Union Sacrée. Les statuts. Dans les statuts, si vous parcourez, le nom de Joseph Kabila est cité nommément à plusieurs endroits comme initiateur du parti. Et par quel miracle, quelle magie, le MSR deviendrait parti de l'Union Sacrée? Nous sommes, nous, MSR, parti du FCC, du Front commun pour le Congo, et l'initiateur de notre parti, c'est Joseph Kabila Kaba. Merci, M. Raphaël Louloulou, pour cette historique. Ça valait la peine. Donc, on comprend que ceux qui sont à l'Union Sacrée ne sont pas pour le compte du MSR. Non, non. Voilà. Alors, vous êtes également membre du bureau politique du FCC. Comment se porte le FCC à ce jour? Le FCC se porte bien, madame, malgré les quelques difficultés de l'heure. Les difficultés de l'heure, nous sommes à l'opposition. Les difficultés de l'heure, beaucoup de nos camarades ont émigré vers l'Union Sacrée
pour diverses raisons. Est-ce que ces départs-là vous ont perturbé? Non, nous perturber comme tel, non. Parce que, madame, c'est comme un voyageur qui a, il connaît son chemin, le chemin à suivre, il a son objectif à atteindre, il est en train de marcher jusqu'à atteindre son objectif. S'il y a d'autres camarades qui étaient en train de venir avec lui, qui commencent à aller à gauche ou à droite, lui, il n'a qu'à avoir, ses yeux sont fixés vers son objectif qu'il doit atteindre et il connaît le chemin, il doit continuer. Il n'est pas perturbé. S'il était perturbé, il allait partir avec eux à gauche ou à droite. Mais il continue encore son bonhomme de chemin. Mais ça vous fragilise quand même. Comment? Ça vous fragilise quand même. Non, fragiliser, non. Ça nous aide à comprendre qui était qui aux côtés de Joseph Kabila. C'est un avantage aussi pour nous, madame. C'est un avantage de voir beaucoup de gens qui étaient en train de dire Joseph Kabila, c'est le chef, Joseph Kabila, c'est notre leader, Joseph Kabila, Joseph Kabila. Et du jour au lendemain, on les a vus, on est sur le chemin, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils entrent à gauche, ils vont à droite, etc. Oui. Mais quand vous analysez la situation, est-ce que vous sentez vous-même qu'à un moment, ces départs-là peuvent être justifiés ou elles peuvent être dues au fait qu'il y a peut-être un problème de gestion également de la plateforme FCC? Madame, avant de parler de la gestion de la plateforme, je dois reconnaître, oui, qu'il y a ces départs-là sont justifiés. Mais justifiés par quoi? Les ambitions personnelles qui sont légitimes. Ce sont des politiques. Ils sont à la recherche de quoi? De leurs intérêts. On ne fait pas la politique pour les beaux yeux de Joseph Kabila. On fait la politique pour les intérêts. Et où sont leurs intérêts? C'est d'avoir des postes, c'est d'être bien placé, c'est d'avoir de l'argent, c'est de rouler carrosse, c'est être bien considéré, et voyager, et plein de projets, construire pour le bien de leur famille, et peut-être de leur circonscription, dirait-on. Mais, madame, ce sont des raisons bien justifiées. Mais ce qui dérange un tout petit peu, c'est de voir des gens et des femmes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas constants, qui ne sont pas fidèles, qui n'ont jamais été loyaux. C'est ce qui dérange un peu. Des gens qui, pendant des années, ont dit « Nous sommes loyaux envers Joseph Kabila. Nous pouvons mourir avec lui. » Je connais même quelqu'un, je tel son nom, qui s'appelait gardien du temple. Il était gardien du temple Kabila, temple depuis l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, temple de Joseph Kabila, gardien du temple. Mais aujourd'hui, je me demande le gardien du temple, où est-il? Il est à l'Union Sacrée. Chantre à l'Union Sacrée. Mais c'est là que je donne raison au professeur Njoli, pour le paraphraser. Il dit, quelqu'un qui a été pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, kabiliste, pur, dur, 3 mois, 3 ans après, 2 ans après, il devient tshisekediste à 180%. Est-ce que vous avez affaire à un homme sérieux? Vous avez affaire à une femme sérieuse? Vous savez, madame, l'honnêteté, la constance, la fidélité, la loyauté, ce sont des vertus qui relèvent de l'éducation des personnes. Madame, quand je vous dis que je suis loyal envers vous, je suis fidèle à vous, madame, je le resterai. Mon éducation fait que il en soit ainsi. Mais pas à chaque occasion, je me déplace, je bouge, et puis je trouve des raisons. Non, madame. Mais malheureusement, ce qui est fait est fait. Ils sont partis. Mais nous ne sommes pas perturbés pour autant. Ça dérange parce qu'on a vu des gens qui ont mangé sous la main de Joseph Kabila, qui ont été nourris par Joseph Kabila. Des gens qui, s'ils sont connus aujourd'hui, c'est Joseph Kabila.
c'est parce qu'un jour, ils ont été à côté de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui y arrive? Ce sont des gens qui, aujourd'hui, j'ai vu, c'est ce qui fait très mal, madame. J'ai vu et entendu, je l'ai vu, je l'ai entendu dire. Non, nous sommes venus à l'Union Sacrée parce que c'est ici qu'on nous considère, c'est ici qu'on nous prend à notre juste valeur. Ici, on nous écoute. Ici, lorsque nous donnons nos points de vue, nos avis, on les prend en considération. Quelqu'un qui a fait 10 ans avec Joseph Kabila. Moi, je le voyais. On ne m'a pas raconté, madame. Je le voyais entrer, sortir, parler avec Joseph Kabila. Mais ce monsieur aujourd'hui, il dit, c'est maintenant qu'on le considère, qu'on prend ses avis, etc. Moi, le connaissant, ce type-là, même jusqu'à la fin du monde, je ne le prendrai pas au sérieux. Il n'est pas sérieux. Et c'est ici que je suis en train d'alerter le président de la République, Félix Tshisekedi, qui croit avoir des partenaires pour sa vision. Parce que tous, ils allèguent quoi? Nous allons là-bas pour soutenir le chef de l'État dans sa vision. Lorsque nous causons avec eux, nous leur demandons, c'est quoi la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Non, c'est l'Union Sacrée. C'est quoi l'Union Sacrée? C'est la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est l'Union Sacrée. Et le contenu, ils ne sont pas en mesure de nous donner le contenu réel de la vision du chef de l'État ou de l'Union Sacrée. Mais ils y vont, tout de même. Parce que quoi? Ils croient que la même belle vie qui se la coulait douce chez Kabila, ils vont l'avoir chez Tshisekedi. Ils sont mis les doigts dans l'œil et les doigts arrivent jusqu'à l'omoplate parce qu'aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. On ne sait plus, on n'entend même plus parler d'eux. C'est tout simplement ça, madame, qui dérange un peu notre conscience. Mais en dehors de ça, le FCC continue son bonhomme de chemin. Joseph Kabila lui-même, notre autorité morale, nous l'appelons déjà l'autorité de référence. Il est imperturbable, serein. Lui, c'est le Congo qui est sa passion. Alors, vous dites que le FCC continue son bonhomme de chemin, mais on a l'impression que le FCC est devenu presque muet. On n'entend plus le FCC s'est prononcé quand il s'agit des grandes questions qui concernent la vie nationale du pays. Les revendications, très souvent, c'est maintenant, vous avez passé la main. Je dirais, vous avez peut-être passé la main à Fayoulou et Katumbi. C'est eux maintenant qui portent les revendications de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé tantôt qu'il y a des problèmes de gestion. On reconnaît, c'est vrai qu'il y a des problèmes de gestion. De FCC, nous sommes arrivés, avec la coordination FCC, nous sommes arrivés à la cellule de crise où nous sommes. C'est ça, c'est la gestion est vraiment difficile à ces niveaux-là. Et c'est ici que le souhait de chacun d'entre nous, c'est d'avoir une coordination du FCC, bien structurée. Parce que la cellule de crise, en quelque sorte, on la sent un peu limitée. Oui, mais qu'est-ce qui bloque pour que les choses soient Ce qui bloque, c'est que les dirigeants de la cellule de crise doivent entrer en contact avec l'initiateur pour pouvoir nous amener à avoir une coordination réelle pour que les choses avancent. Parce que, et je comprends, dans la philosophie de l'initiateur, ça n'aurait pas été bon pendant qu'il y avait cette vague-là de gens qui devaient quitter pour aller à l'Union Sacrée, avoir une coordination permanente du FCC. Sinon, qu'est-ce que ça deviendrait? Qu'est-ce que le FCC deviendrait lorsque vous désignez quelqu'un coordonnateur du FCC et une semaine après, il vous dit qu'il a traversé, parce que c'est ça le langage. Il a traversé, il est allé de l'autre côté. Donc c'était stratégique. Ça allait. Oui, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est vrai que beaucoup de gens croient peut-être que le FCC ne fonctionne pas. Le FCC fonctionne parce que tout membre du FCC provient d'un parti politique. Or, le parti politique est en train de fonctionner. Nos partis politiques sont en train de fonctionner. Vous m'avez posé la question
MSR. du MSR. Je vous ai dit que les fédérations fonctionnent, les ligues fonctionnent. Nous avons les fédérations dans toutes les provinces. Nous avons nos ligues, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, la Ligue des personnes vivant avec handicap au MSR. D'accord? Nos réunions se tiennent. Vous voyez, madame? Ça veut dire que chaque parti politique, membre du FCC, est en train de fonctionner. Ce qui fait que la sommation de fonctionnement de tous ces partis politiques fait que le FCC fonctionne. Les bureaux politiques du FCC s'est réunis. Et les bureaux politiques ne se réunissent pas tous les jours. Mais chaque fois que de besoin se fait sentir, nous nous réunissons autour du président de la cellule de crise. Mais beaucoup de cadres du FCC réclament qu'il y ait une coordination structurée pour que les choses avancent. Nous osons croire que maintenant que beaucoup de taupes... La vague des transhumants s'est passée. Oui, nous savons que c'est parti parce que les postes qui sont allés chercher, je crois que c'est déjà occupé par la diaspora qui est venue de l'extérieur. Et ils croyaient les occuper. Les entreprises, on est en train de terminer à distribuer les postes dans les entreprises. Peut-être dans la diplomatie, on a commencé. Ça peut aller encore. Mais jusqu'où? Parce que aujourd'hui, madame, nous sommes à 113 jours de la fin du mandat. Vous faites bien de parler de la fin du mandat. Oui. Quelle est votre lecture de la situation générale du pays? Chaotique. La situation du pays est chaotique, madame. Sur tous les plans. Moi, je suis en train de me poser la question. J'étais en train de causer avec quelqu'un qui essaie de me demander, mais qu'est-ce qui marche? Dans quel domaine ça marche? Moi, je ne vois aucun domaine où ça marche. Aucun. Vraiment? Et pourtant, je ne dis pas, madame, je ne le dis pas parce que je suis de l'opposition. Non, non. Je suis citoyen congolais, je suis un intellectuel, j'analyse la situation de mon pays. Il y a quand même la gratuité de l'enseignement. Hier, c'était la gratuité, on a lancé la gratuité de la maternité. Madame, la gratuité de l'enseignement, parlons-en. Ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Vous le savez bien. Là, ça a commencé avec Joseph Kabila. À l'époque, si je dois rafraîchir la mémoire de vos téléspectateurs, c'est quand Matata Ponyo était Premier ministre qu'on a commencé la gratuité de l'enseignement. On a dit on doit le faire graduellement jusqu'en 3e primaire. On a commencé, Kinshasa était la ville pilote et Lubumbashi. On a commencé la gratuité en République démocratique du Congo. Mais ici, pour des raisons propagandistes, on a dit la gratuité de l'enseignement de la première année primaire jusqu'à 8e. Non. Nous avions dit non. La gratuité de l'enseignement, c'est à l'école primaire. Vous vous souvenez, c'est à l'étape de Bukavu que le président Félix, après avoir reçu, suivi des émissions comme maintenant, là où nous avons démontré par A plus B qu'on ne pouvait pas en 7e et en 8e annoncer la gratuité, c'est à l'école primaire. C'est comme ça qu'à Bukavu, quand il était en visite à Bukavu, il y a de cela beaucoup d'années passées, parce que lui, depuis un certain temps, en tout cas, à travers le pays, c'est difficile de le voir, mais à l'étranger, c'est facile. Mais à Bukavu, il a changé. À l'école primaire. On a circonscrit le cadre. Madame, je ne voudrais pas aller à l'intérieur vous demander de faire cet exercice-là, c'est fastidieux. À Kinshasa, ici. Vous connaissez, vous, les écoles où l'enseignement est gratuit? Ici, à Kinshasa. Je n'en connais pas, madame. Je vous donne le cas. L'avenue ex-24 novembre regorge beaucoup d'écoles. Nous pouvons aller, vous pouvez envoyer votre micro-baladeur là, demander aux enfants là, ou aux parents qui viennent chercher leurs enfants ou les déposer. Est-ce que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Les écoles conventionnées catholiques, pour les écoles conventionnées catholiques, les parents payent. De quelle gratuité on parle, madame?
On parle de quelle gratuité? Il ne faut pas que les gens continuent à tromper le peuple congolais comme ça. Ce n'est pas gratuit. Madame, si c'est gratuit, je vous donne le cas de Régie des eaux. Si on vous dit que l'eau est gratuite, vous prenez votre seau, vous ouvrez le robinet, vous puisez de l'eau, vous allez chez vous. Même à la fin de mois, vous n'avez pas une petite facture. Mais madame, lorsqu'on vous demande de payer ceci, de payer cela, de payer ceci, de payer cela, c'est ça la gratuité? Il n'y a pas de gratuité, madame. C'est un leurre. C'est de la propagande. La maternité. Madame, beaucoup de gens le font. Hein? Même nous, nous le faisons dans nos circonscriptions électorales. Lorsque vous arrivez à la maternité, ce jour-là, vous avez un peu d'argent dans votre poche. Ah, toutes les mamans qui ont mis au monde aujourd'hui, moi, je supporte les frais de maternité. C'est gratuit pour elles. Est-ce que c'est la gratuité? On est en train de nous dire, non, c'est la gratuité de... Je ne connais pas encore là où on a déjà placé les mécanismes de la gratuité de la maternité. Nous sommes un pays avec une densité réduite. Ça nous encouragerait, excusez-moi madame, je demande pardon à toutes les femmes mariées dans les mariages monogamiques. Ça nous encouragerait à avoir beaucoup d'enfants pour que la densité de la population d'ici 10 ans puisse un peu croître. Mais c'est un leurre, c'est de la propagande, madame. Alors vous dites que rien ne marche. Nous étions sur le plan de la gratuité. Oui, mais la matière est tellement abondante, je crains qu'on ne puisse pas épuiser toutes les questions. Madame, c'est ça que je vous dis. Je parle sur le plan sécuritaire. Madame, vous croyez que vous et moi, nous sommes en sécurité dans ce pays? Non. Madame, je peux vous inviter à Makala, dans la commune de Makala, nous sommes à Kinshasa. Je vous invite dans la commune de Makala à 19h30. J'organise une fête à Makala. Madame, vous allez venir calmement. Vous ne viendrez pas, madame. Parce que au coin de chaque rue, il y a des machettes qui vous attendraient. Est-ce que vous êtes en sécurité à ce moment-là? Non. Le Nord Kivu et l'Ituri, on nous a brandi ici, tambour battant, état de siège. Est-ce que ça a donné quel résultat? Dans notre langue, madame, nous disons Chijeng. Rien. On a multiplié des stratégies pour que la paix revienne. Ça n'a pas encore revenu. Mais au moins, comme si cela n'est pas. La volonté y est. Mais la volonté, madame, quand est-ce qu'on dit qu'on a réussi? C'est lorsqu'on arrive à avoir des résultats positifs. On n'a pas encore de résultats positifs, rien que la volonté. Mais la volonté, vous savez, madame, même maintenant là, moi j'ai la volonté de construire une maison à 5 étages. J'ai la volonté. Vous allez me féliciter pour cette volonté-là. Pendant que, à la fin de la journée, je ne sais même pas rassembler 15 briques. Vous allez me féliciter pourquoi? C'est le même cas ici. Tambour battant, état de siège, Ituri, J'ai dit aux gens, si vous lisez l'article 85 de la Constitution, madame, le dernier alinéa demande qu'il y ait une loi sur l'état de siège. Pour les modalités pratiques. Madame, on crie état de siège sans une loi. Est-ce que notre Parlement ici, le Parlement ici de Chile, a déjà élaboré la loi sur l'état de siège? Non. Comment voulez-vous, madame, que les dirigeants, que les militaires dirigent une province sans loi sur l'état de siège? Comment va se faire la collaboration entre les militaires et les civils? Comment? Je me pose toujours la question. Ils vont diriger la province selon la loi militaire ou selon la loi de l'administration publique? Parce qu'à ce moment-là, en tant que gouverneur, il releverait du ministère de l'Intérieur. Il dirige selon quelle loi? On ne connaît pas. Voilà pourquoi les civils et les militaires ne s'entendent pas. La preuve, à Goma, les Ouazalais nouvelles annoncent de la marche. Ils n'ont pas marché. Les civils, les militaires croient que parce qu'ils dirigent la province, ils ont le droit de tirer sur les civils. Parce qu'il n'y a pas une loi qui montre
la collaboration entre le civil et le militaire. Mais s'il y avait la loi dans une province sous état de siège, je crois que ça se passerait trop bien. Alors, mais on a tiré sur des civils, madame. On a tiré sur des civils. Je profite de votre micro pour présenter les condoléances à toutes les familles éprouvées à Goma. On a tiré sur des civils qui étaient à main nue, sans armes, sans bâton. Et d'ailleurs, madame, ici peut-être les gens ne comprennent pas. Moi, je suis de l'Est. Les gens ne comprennent pas. Wazalendo, c'est quoi? Uzalendo en Swahili, c'est le patriotisme. Mzalendo, c'est un patriote. Wazalendo au pluriel, ce sont des patriotes qui ne font que relever, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ils ont constaté que depuis un temps, l'M23 est en train de faire des avancées. Ils tuent des gens, ils violent les femmes. Les gens sont en errance dans la forêt. La MONUSCO qui est censée aider, appuyer les FARDC est là. La MONUSCO ne fait rien. C'est comme ça que les gens ont dit, autant faire partie de cette MONUSCO-là. Elle ne nous sert à rien. Ils ont pris cette initiative, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont marché? Ils n'ont pas marché, madame. Les gens n'ont pas marché. Ils n'ont pas marché. Est-ce que les militaires qui ont tiré sur les gens à Goma les ont trouvés sur la route? Non. Mais tirer sur des civils qui ne sont pas armés, c'est un crime d'État. C'est un crime contre l'humanité. Et on a vu, les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde, madame. Nous avons vu les militaires de la garde républicaine. Madame, vous et moi nous connaissons, la garde républicaine est commise à faire quoi? À protéger le président de la République, à protéger les installations du président de la République, à protéger la famille du président de la République. Est-ce que les militaires de la garde républicaine qui ont tiré sur les civils à Goma étaient en train de protéger le président de la République là-bas? Et ils étaient dans les installations du président de la République? Non. Pire encore, madame. Et c'est ce qui ternit même l'image de la République démocratique du Congo pour vous montrer que ça ne va pas. Madame, un militaire, quoique gradé, lorsqu'il trouve un mort, un corps, on est en train de pleurer dans le quartier, il ne passe pas, il rend honneur devant ce corps, il ne le connaît pas. Mais madame, lorsque le militaire qui doit honorer le corps, le cadavre, commence à tirer le cadavre par terre pour aller le jeter comme un sac de poubelle dans le véhicule de militaire. Madame, qu'est-ce qui marche encore en République démocratique du Congo? La dignité humaine, elle est même par terre. En gros, rien ne marche selon vous. Rien. Madame, je suis tout aise pour vous donner... Vous pouvez faire une émission élaborée, madame. Pour vous donner secteur par secteur. Rien. On y reviendra, le moment des bilans viendra. Peut-être la prolifération des églises, c'est ce qui marche. Mais peut-être là, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais encore, la Bible me dit que le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de désordre. Mais peut-être c'est ce qui marche. Mais on verra, madame. Je vous dis même sur le plan religieux. Sur le plan religieux, rien ne marche. Mais ça, c'est privé. Madame, même privé, mais ça relève des activités de notre pays, dans notre pays. Ça relève des activités dans notre pays. Oui, mais quelle est la responsabilité du gouvernement? N'est-ce pas que l'État organise tout? C'est l'État qui organise tous les secteurs. Est-ce qu'il y a un secteur qui n'est pas organisé par l'État dans ce pays? Non. Même ça, l'État doit organiser. Nous avons vu ici il y a quelques mois, non, les tapages nocturnes dans les églises. On passait même, les policiers passaient pour prendre confisquer les baffles. Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, c'est... Mais les campagnes électorales, d'ailleurs, les campagnes d'évangélisation. Mais au stade, on le voit, on commet même sur le boulevard du 30 juin ici, une caravane motorisée de pasteurs avec baffles au-dessus, en train de ranger
En pleine journée. Qui a le stade, on a réhabilité les stades lors de jeu, le 9e jeu de la francophonie. Mais 3 jours après, il y a des pasteurs privilégiés qui sont allés pour des campagnes d'évangélisation dans le stade. Abîmant même l'aire de jeu. Qu'est-ce qui marche encore, madame? Alors, puisque rien ne marche, selon vous, est-ce que vous êtes déçu de l'alternance pacifique? L'alternance pacifique, madame, dont Joseph Kabila est l'initiateur, le symbole. Vous savez, madame, pour cette alternance pacifique, chaque Congolais pouvait chaque jour, le matin, se mettre debout. Même 1 minute. Avoir une pensée honorable pour Joseph Kabila. D'aucuns croyaient que dans ce pays-là, il y aurait une passation de pouvoir dans un bain de sang. Mais Joseph Kabila, un homme sage, il a accepté de faire la passation pacifique, civilisée de pouvoir. Je ne regrette pas que mon chef à moi ait pris cette option-là. Moi, je félicite Joseph Kabila tous les jours pour ça. Les regrets, c'est quoi? Les gens pour qui cette passation a été faite ne comprennent en rien les biens de la passation de pouvoir. Quelles leçons vous tirez de ces 5 ans de pouvoir du président Tshisekedi? La leçon que je tire, c'est de voir que le pouvoir est devenu une chose vile. Le pouvoir est désacralisé, voilà. Le pouvoir est désacralisé, madame. Quand quelqu'un est en train d'aller dans des boîtes ici, des boîtes de nuit, quand quelqu'un prend 5, il commande 5, 6, 10 bouteilles de champagne sur sa table, vous lui dites pourquoi ça? Il dit c'est le pouvoir. Chacun définit le pouvoir comme il l'entend. Le pouvoir est désacralisé, madame. Quand on doit trouver les insignes du pouvoir, madame, j'ai été conseiller principal du président de la République pendant au moins 10 ans. Je suis ahuri, estomaqué de constater que le pouvoir est désacralisé. Et c'est ça le regret. Et c'est ça le regret. Mais vous tirez quelle leçon? La leçon que nous tirons, c'est de dire que on ne peut pas accéder au pouvoir n'importe comment. Non. Et ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre que ce n'est pas le moment ou l'occasion de jouissance. C'est la gestion d'un État, de vie de gens. Et on ne doit pas blaguer avec. Non. On ne doit pas non plus brimer les autres. C'est pas ça la signification du pouvoir. Non. Chacun doit savoir qu'on a le pouvoir, on est citoyen congolais, on doit jouir du pouvoir, et le pouvoir, c'est pas accentuer encore le clivage entre la population. Non. Non, c'est de rassembler. Joseph Kabila, autour de lui, madame. Moi, j'ai été son conseiller principal, je le répète. On a été avec les gens de toutes origines, de toutes tribus du Congo, chez Joseph Kabila. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je pense que même nos camarades qui ont traversé,
sont en train de le regretter aujourd'hui. Alors, quand on n'est plus au pouvoir, on a une autre perception de choses. De l'extérieur, on voit mieux. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez, vous essayez de faire la lecture des 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila. Quelles ont été les faiblesses? Ouais, les faiblesses, c'est de faire trop confiance aux gens sans les amener à comprendre réellement c'est quoi les charges d'État qu'ils avaient. On a fait confiance. Le président Joseph Kabila, à son époque, il a fait trop confiance aux gens. Que c'était des Congolais. Pour lui, il suffisait d'être Congolais. Et il croyait que ce Congolais réfléchissait comme lui. Partager la même vision. Oui, mais ce sont des gens qui avaient autre chose dans leur tête. Et c'est ce qui est regrettable. C'est à ce moment-là que nous disons, c'est ça l'erreur que notre régime avait faite. Vous comprenez? C'est ça l'erreur. Ça aurait été mieux je ne dis pas que c'est l'erreur à proprement parler de notre régime tout simplement, mais c'est l'erreur de la démocratie que nous avions voulu instaurer sous notre régime. Vous pensez, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui disent que le peuple africain n'est pas encore prêt pour la démocratie, ou peut-être, s'il faut qu'il y ait la démocratie, il faudra l'adapter à nos réalités? Je suis d'accord, madame, que la démocratie à l'européenne n'est pas notre apanage. Non, 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 non. Non, non. La démocratie telle que vécue à l'Occident n'est pas pour nous. On aurait dû adapter aux réalités africaines. On aurait pu adapter ça aux réalités traditionnelles de l'Africain, du Congolais. Parce que la démocratie telle que vécue en République démocratique du Congo n'est pas la démocratie au Congo-Brazzaville, ou au Niger, ou au Gabon, ou ailleurs. Chez nous, je l'ai toujours dit, quand je donne cours à l'université, je donne cours d'introduction à la citoyenneté, je dis, ce n'est pas la démocratie ce que nous vivons ici, c'est la démocrature. Il y a une différence entre la démocratie et la démocrature. Nous, ici, c'est la démocratie de médiocrité. Et on croit que c'est ça la démocratie. Lorsque quelqu'un insulte un chef de l'État, allègrement, on dit c'est ça la démocratie, non? Alors, non, on aurait pu adapter, je suis d'accord, pour répondre à votre question, je suis d'accord que la démocratie n'est pas nôtre. C'est un emprunt. Oui, nous l'avons emprunté, mais alors nous l'appliquons très, très mal. Alors, le pays s'apprête à organiser le 5e cycle électoral. Le FCC est-il non partant ou il continue à exiger le respect des préalables? Le FCC n'est pas non partant. Le FCC est sociétaire du processus électoral dans l'organisation. Parce que le FCC veut la transparence, veut l'inclusivité. Voilà pourquoi le FCC a posé les préalables pour que nous ayons des élections transparentes, libres, démocratiques, inclusives, pacifiques. Mais comment vous pensez que ça va se réaliser? Parce que d'après le président de la CENI, le train a déjà démarré. Il y a eu enrôlement d'électeurs, vous n'avez pas pris part. Dépôt des candidatures des députés nationaux, députés provinciaux, vous n'avez pas pris part non plus. Et aujourd'hui d'ailleurs commencent les dépôts de candidatures pour les candidats présidents. Madame, ça me fait rire quand je dois entendre ce genre de métaphore, le train est déjà parti. Madame, il y a des trains qui sont partis de la gare, mais qui ont fait 5 km et n'ont pas continué. Quel train? Quel train qui est parti? Il faut se rendre compte que le train là est bien entretenu. Mais les élections ici, madame, nous avons besoin des élections qui, à l'issue pour lesquelles, à l'issue de la proclamation des résultats, que tout le monde applaudisse pour dire « Ah, bravo, celui-là, il mérite, c'est notre chef. » Vous savez que les élections en Afrique ont toujours été contestées. Ah, madame,
les résultats des élections. Il faut alors le faire à la 642, n'importe comment, pour venir le contester après. Non. Pourquoi ne pas faire les élections à l'issue desquelles c'est lui qui passe et notre chef et nous applaudissons? Non, nous pouvons. Nous pouvons. Joseph Kabila a osé l'alternance pacifique, nous l'avons dit. On a réussi. Pourquoi ne pas réussir les élections transparentes, alors, les préalables, sans contestation? Les préalables que vous posez, apparemment, ils ne sont pas pris en compte. Madame, quelle sera alors l'alternative pour le FCC? Si ces préalables ne sont pas pris en compte, mais je dis que les organisateurs sont en train de se foutre le doigt dans l'œil. Ils risquent d'arriver à l'omoplate, madame. Parce que, figurez-vous, vous avez une constitution, une cour constitutionnelle qui n'a pas respecté la constitution de la République. Non. Vous avez un bureau de la CENI qui n'a pas respecté le consensus entre les confessions religieuses. Vous avez une loi électorale qui a été examinée, élaborée, discutée, adoptée. Une loi monocolore, seulement avec les gens de l'Union sacrée. Vous avez vu les déboires de l'enrôlement. Madame, comment on peut aller aux élections? Je vous dis, madame, je fais un rappel. 113 jours aujourd'hui qui restent. En 113 jours, leur train là va arriver à bon port. Vous êtes sûr, madame? Non, je suis... C'est l'avenir qui nous le dira. Madame, non. Au lieu d'attendre l'avenir, pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Laquelle, madame? Si jamais, parce que à la lueur où vont les choses, on voit très bien que la majorité au pouvoir et la CENI sont déterminés à aller à ces élections. Ils font la sourde oreille et ils font le forcing. Voilà. Et si jamais on ne prend pas en compte vos préalables, quelle sera votre alternative? Nous, madame, nous disons, nous voulons les élections transparentes. Ces élections que Kadima est en train de faire ici ne sont pas des élections, madame. Ici, je vous dis, il n'y a pas élection ici. Si l'on nous dit qu'on veut le forcing, on veut le plébiscite, oui. Parce que déjà au stade, quand il y a eu sortie de l'Union sacrée, ils ont dit, Fachi, 2 ans assurés. 2 mandats. 2 mandats assurés, pardon. 2 mandats assurés. Deuxième mandat assuré. Ça veut dire pour eux, les élections, ça ne sert plus à rien qu'on aille aux élections. Parce que le deuxième mandat est déjà assuré. Est-ce que c'est ça les élections? L'alternative pour nous, des élections transparentes, libres, démocratiques, inclusives. C'est tout. Alors, est-ce que vous avez suivi les dernières déclarations de Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Corneille Nangaa, c'est quand même la personne qui a piloté les processus électoraux. Alors, quand il vient lui-même remettre en cause ce qu'il a eu à piloter, doit-on vraiment croire en ce qu'il dit? Croire en ce qu'il dit ou ne pas croire, là n'est pas le problème. Moi, mon problème, c'est de dire, quand on a exercé de hautes charges comme celle-là, on est... il y a le droit, on dit quoi? On est astreint à la réserve. Voilà, on est astreint à la réserve. Même après, je connais la loi sur la CENI. La loi sur la CENI, madame, dit quelque part qu'un membre de la CENI ne peut même pas être candidat un jour. Il est candidat président. Mais lui a été désigné, il s'est annoncé candidat président de la République. Et le droit à la réserve ne lui permet pas de dire ce qui a été fait quand il était président de la CENI. En tout cas, moi, je ne le soutiens pas dans ce qu'il a dit. Je ne le soutiens pas. Oui, mais ici, la question, ce n'est pas le soutenir. C'est la crédibilité de ce qu'il dit. C'est quand même la personne qui a piloté les processus électoraux. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, la politique a eu le dessus sur les processus électoraux de 2018? Oui, vous savez, les élections sont une activité hautement politique, madame. La politique ne peut pas être loin. C'est tout à fait normal. Mais au moins, l'indépendance de la CENI devait être garantie, devait être respectée. Ça, c'est rien à faire, parce que c'est constitutionnel et il devait en être ainsi. Mais l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, ne pouvait pas dire de choses comme ça. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le dire.
Un poids de conscience peut-être. Même si il a vécu. Vous savez, chacun de nous qui a exercé certaines fonctions à quelque niveau que ce soit dans ce pays, il a assisté à beaucoup de situations et beaucoup de choses qu'il a vues. Faudrait-il nécessairement le dire? Non. Et lorsqu'on sait que ça peut remettre en question tout, vous savez, les déclarations de Corneille... Mais ça remet en cause tout. Mais, et ça rejoint même la déclaration de Yves Le Drian, le ministre français, qui a parlé du compromis à la Congolaise. Madame, les déclarations de Corneille Nangaa mettent tout en cause. Si je dois aller trop loin, même les élections de 2018, on doit les remettre en cause. Les résultats des élections de 2018, on doit les remettre en cause. À entendre ce qu'il a dit. Naturellement. C'est là que je dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'aurait pas dû dire ça. Il n'aurait pas dû dire ça. Même si c'était vrai. Même si c'était vrai. Il n'aurait pas dû dire ça. Ça remet en cause tout. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens vont suivre l'intérêt de leur leader. Ils vont dire, oui, il n'y a pas... Non, notre candidat, il a été élu député national, il est député national, il a été élu sénateur, Mais à suivre les déclarations de Nangaa, celui qui a été élu député national, sénateur, tout inquati, ne doit pas se sentir à l'aise. Alors, on tend vraiment vers la fin de cette émission. On a d'ailleurs largement dépassé les temps qui nous étaient impartis. Dossier GLM, la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Qu'en est-il exactement? Madame, malheureusement, vous me dites que le temps est passé. Et pour ça, je vous accorde quelques minutes. Oui, merci, madame. Joseph Kabila n'a jamais barricadé des avenues. L'avenue Ouganda, l'avenue Adama n'ont jamais été barricadées par Joseph Kabila. Je dis non. L'avenue qui vient de l'hôtel Rotana. De l'hôtel Rotana, passant par le ministère de Plan, devant le ministère de Plan, monte, tourne, descend jusqu'à l'hôtel Fleuve Congo. Cette voie était déjà ouverte. Elle est ouverte. Tout le monde passait. Est-ce qu'on a trouvé la route barricadée? Non. La route était ouverte, madame. Devant la résidence de Joseph Kabila, le GLM, à côté, Joseph Kabila a acheté sa résidence. Et je dois dire à tous ceux qui m'entendent que cette parcelle-là est cadastrée. Joseph Kabila est bel et bien le propriétaire. Joseph Kabila a acheté et il en est le propriétaire. Mais on vous met au défi, on demande les documents. Parce que... Madame, est-ce qu'on doit venir me demander le document? On demande les documents au propriétaire. C'est lui qui demande les documents. Qui est-il d'abord? Qui est-il d'abord pour demander les documents? Même vous, madame, je peux me présenter à la télé ou dans les réseaux sociaux. Je dis, madame, je demande de voir les documents de les titres de propriété de votre parcelle. Est-ce que je suis sérieux moi-même? Je ne suis pas sérieux. Mais je dis, c'est une question que je connais. Je rappelle, j'étais conseiller principal du président de la République, Joseph Kabila, pendant 10 ans. Je connais Joseph Kabila et propriétaire de cette parcelle. Et la parcelle-là est cadastrée. Ok. Cette parcelle-là, vous voyez l'immeuble? Immeuble GLM. Voilà. Et la maison à côté, Joseph Kabila a acheté une autre parcelle là, lâché une autre parcelle ici. Madame, pourquoi même à Matete, même à Kingasani, nous mettons des clôtures devant nos parcelles? C'est pour notre protection et notre sécurité. Lorsque Joseph Kabila met la clôture devant sa parcelle, qui est sa propriété, est-ce que c'est un péché? Où est la route? La route Ouganda, l'avenue Ouganda ne passe par là, pas par là. L'avenue Adama ne passe pas par là. Entre les deux, Joseph Kabila a aménagé son jardin avec 2 allées. Une allée à droite, une allée à gauche. De telle sorte que lorsque ces visiteurs devaient venir par véhicule, ils entrent devant l'entrée de son bureau, ils descendaient et les véhicules tournaient pour venir au parking attendre.
Lorsqu'il finissait l'audience, le véhicule venait récupérer la personnalité qui était en audience auprès de Joseph Kabila, là-bas et repartait. Madame, cette allée-là, les gens ont cru que... c'est dans la parcelle de Joseph Kabila. C'est dans la parcelle de Joseph Kabila. Les gens ont cru que c'est ça l'avenue. C'est ça l'avenue. Si vous prolongez au-delà, vous allez plus loin, madame, vous arrivez au fleuve. Cette avenue ne donne... Les gens croyaient que cette avenue donnerait jusqu'à Kitabo, déboucherait vers Kitabo. Non. Si vous allez tout droit, on a ouvert. Nous étions là. Il y a des gens qui, par curiosité, sont venus voir. Nous leur disions, entrez. Moi, j'étais présent. Continuez jusqu'au bout. Ils ont continué, ils ont tourné. Ici, il n'y a pas de route. Moi, je dis, papa, cherchez la route du ministère de l'urbanisme et habitat là-bas. Il n'y a pas de route. Il dit, mais ces gens nous ont menti. Quel est le véritable problème, madame? Derrière l'immeuble Gelem, il y a la concession d'Amso. Et derrière la concession d'Amso, les dignitaires du pouvoir actuel se sont accaparés des terrains là-bas dans la concession d'Amso. Il y a un dignitaire qui, lui, a pris le bout de ce terrain de la concession de Damso. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène des camions avec de camions bennes, avec du sable, avec de la terre, et il va verser là-bas pour pousser encore vers le fleuve et gagner un peu plus d'espace, comme ce fut l'expérience lorsqu'on construisait la cité du fleuve. C'est ce qu'il est en train de faire là-bas. Mais qu'est-ce que lui fait? Il y a la route Ouganda qui entre vers l'ancienne résidence du président de l'Assemblée nationale, l'ancienne résidence du Premier ministre. J'ai entendu même quelqu'un dire que du côté là, il y a la messe des officiers. Il n'y avait pas la messe des officiers. C'est l'endroit où les officiers qui étaient commis à la garde du Premier ministre allaient se ressourcer, allaient manger. Ce n'était pas la messe des officiers, mais ils ont appelé ça incorrectement messe des officiers. Vous savez, chez nous, quand on voit seulement les officiers venir manger là-bas, on dit oh, messe des officiers. Ce n'était pas la messe des officiers. J'ai même entendu quelqu'un qui a fui à Brazza, aller dire non, moi j'ai vécu dans ces quartiers-là et j'ai joué là-bas. Il jouait où là? Il jouait où? Alors madame, la route pour accéder à ce nouveau lotissement ouvert par les dignitaires passe par au niveau de GB par Planète J. Ok, sur l'avenue Adama. Voilà, l'avenue Adama. Si vous entrez par Planète J, vous accédez jusqu'à ce site-là. Mais cet dignitaire-là, lui ne veut pas passer par là. Lui, il veut casser le mur entre la résidence de Joseph Kabila et la concession d'Amso. C'est comme ça, madame, qu'ils ont commencé à casser le mur. C'est une destruction méchante qui est interdite et condamnable par la loi. Ils ont détruit le mur. Si vous allez au fond, vous allez voir l'avenue qu'ils sont en train de vouloir construire, qui n'a jamais existé. Ils disent, c'était une avenue, on passait par là, etc. Si on passait par là, mais qu'ils passent. Mais vous êtes en train de construire l'avenue, vous dites qu'on passait par là. Et pire encore, madame, cette avenue-là qu'on est en train de construire, ça ne débouche pas sur le quartier, ça débouche tout simplement à la résidence de ces dignitaires qui est en train de construire, qui est en train de verser de la terre, qu'il apporte dans les camions bennes là-bas. Ce n'est pas l'avenue qui va aller dans tout le quartier, non. C'est là. Madame, dites-moi, l'avenue Ouganda ne passe pas par la résidence de Joseph Kabila. L'avenue Adama ne passe pas par là. Et cette avenue qu'on est en train de construire va seulement à la résidence. Ce n'est même pas sa résidence. Les terrains qu'il est en train d'aménager pour construire. C'est un terrain qu'il est en train d'aménager. Mais lui, il veut seulement, pour défier Joseph Kabila, passer par là. Comme pour montrer à Joseph Kabila, nous avons le pouvoir aujourd'hui, nous pouvons passer par là-bas, nous allons casser votre clôture. Ils ont cassé la clôture. Heureusement, Joseph Kabila, très serein qu'il est. Très sage, il dit. C'est ça le message qu'il nous a envoyé. Et c'est le message que je transmets au peuple congolais, à tous ceux qui sont partisans de Joseph Kabila. Même si on est en train de violer la loi, parce qu'il y a une loi sur le statut
des anciens chefs de l'État. Il jouit de ce statut-là. Il doit être respecté. Et il est sénateur à vie. On a méchamment détruit la clôture. Joseph Kabila a dit, s'ils sont en train de spolier la clôture, laissez-les spolier la clôture. S'ils veulent même spolier la maison, laissez-les spolier la maison. Mais ne leur laissez pas spolier le Congo. C'est le message que Joseph Kabila envoie au peuple congolais. Quel est son moral en ce moment? Il est serein, madame. Il est calme. Alors, la famille Lito s'invite également au débat, dit que l'immeuble GLM n'a jamais été acquis par le président Kabila. Est-ce vrai? Madame, la famille Lito vient au débat. Je connais un ami qui est de la famille Lito. On est en train de les instrumentaliser depuis samedi. Pour méconnaître ce qui a été fait avant. Je ne veux pas dire son nom ici, sinon il aura des problèmes avec sa famille. Ok. On est en train de l'instrumentaliser. Pourquoi? Pour que les militaires de JR aillent loger au 7e niveau de cet immeuble. Madame, jusqu'où on va aller avec ce style-là de provoquer Joseph Kabila, qui se tait, qui ne parle pas, qui ne fait de mal à personne. Vous avez accédé au pouvoir. Accéder au pouvoir. Madame, sur ce site-là, il n'y a pas un camp militaire. Il n'y a pas un camp militaire, madame. Mais pourquoi les général-major, le commandant de la garde républicaine, a-t-il donné instruction au ministre d'État de l'urbanisme et habitat pour ouvrir la voie? Pourquoi? Ce n'est pas un cas militaire, ça. Et les ministres d'État qui s'invitent au problème de démolition des clôtures, est-ce que c'est l'affaire du ministère de l'Habitat et Urbanisme? C'est l'affaire de l'aménagement du territoire. Où est le ministre de l'aménagement du territoire? Le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat donne un ordre de mission. Le général a écrit le 31 août. Le ministre d'État donne un ordre, pas un ordre de mission, un ordre de service pour que ces agents aillent démolir. Mais qu'est-ce qu'on voit, madame, à 3h20 du matin, 3h20, ce sont des militaires de la garde républicaine qui viennent détruire. À 3h20, madame, si devant chez vous, vous avez construit là où il ne faut pas même une baraque, c'est le parquet. C'est le tribunal qui va vous signifier, madame, vous avez construit sur la voie publique. Donc, vous êtes en train de nous dire que le sénateur à vie n'a pas été averti, n'a pas été saisi officiellement. Aucun préavis, madame. Suivez-moi bien. Aucun préavis. Aucun document. La lettre que nous avons, qui se trouve sur les réseaux sociaux, c'est le général qui a écrit au ministre d'État. La lettre qu'il y a, c'est le ministre d'État qui donne un ordre de service. Le sénateur à vie lui-même, propriétaire de la parcelle, n'a pas été signifié. Aucun préavis, aucun autre document, rien du tout. Pour casser sa clôture. C'est une destruction méchante. Oui, aujourd'hui, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir de le faire. Madame, le pouvoir n'est pas éternel. Mais la justice est éternelle. Cette justice restera. Vous croyez qu'un jour, ils ne vont pas répondre des actes qu'ils sont en train de poser? Ils répondront un jour. Ils savent qu'ils répondront un jour. Oui, Joseph Kabila est calme. Il s'était aujourd'hui. Mais un jour, c'est un citoyen congolais. Il demandera de rentrer dans ses droits. Madame, on laisse la maison d'un ancien chef de l'État comme ça, au vu de tout le monde, tout passant. Madame, il n'y a pas de respect. Demain, aujourd'hui, Joseph Kabila est devenu ancien chef de l'État. Demain, après-demain, même après 5 ans, même après 10 ans, 9 ans, comme on voudrait revoir la Constitution avec un mandat de 9 ans. Même après 9 ans, même après 12 ans, il y aura toujours un autre ancien président de la République. Mais comme ils ont honte aujourd'hui, depuis quand le général écrit au ministre d'État, sur instruction
du commandant suprême pour les affaires de clôture. Sur l'instruction du commandant suprême. Mais pourquoi on n'a pas contacté les ministres de l'aménagement du territoire? Pourquoi on n'a pas invité le parquet? C'est la police qui devait venir faire ce travail de démolition. Ce n'est pas les membres, les éléments de la garde républicaine. Non, madame. Non. Non. Et pourquoi le général a-t-il écrit? Ce n'est pas un domaine militaire. Non. Pourquoi n'a-t-on pas réservé une lettre à Joseph Kabila? C'est une honte de l'administration publique dans ce pays maintenant. C'est une honte. Et pour couvrir cette honte, madame, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils commencent à démolir un peu partout. On va démolir au Palais des Marbres. On casse, on ouvre. On va démolir. J'ai appris qu'hier, ils devaient aller démolir, je ne sais pas s'ils l'ont fait, à la cité ici, à côté de Kitambo. Vers le rail? Non, non, non. Quand vous allez vers Kanlouano, à droite. Ok, je vois. Oui, j'ai appris qu'ils devaient aller démolir là-bas. L'ambassade des États-Unis à côté de nous ici. Je ne sais pas s'ils ont démoli. Les États-Unis ont bloqué des avenues ici. Les 4 avenues. La MONUSCO ici a bloqué encore d'autres avenues. Mais pourquoi on ne démolit pas? Mais la clôture de Joseph Kabila qui est juste à côté de l'avenue, on est allé démolir, madame. On veut quoi? On cherche quoi? On veut que Joseph Kabila s'énerve. Il ne va pas s'énerver, messieurs et dames, vous le connaissez bien. Il est serein, calme. Et nous félicitons les calmes légendaires de Joseph Kabila. Voilà. Voilà, c'est sur ces paroles que nous voilà un responsable. Nous allons nous dire au revoir, Monsieur Raphaël Louloulou, tout en espérant de vous avoir très prochainement pour d'autres questions liées à la vie nationale du pays. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci, madame. Merci également à vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Merci également à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Très bon suite des programmes sur nos antennes.